Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce Débière et Débat spécial cinéma 2022. Je suis ravi d'être aux côtés, enfin pas vraiment aux côtés, mais disons numériquement grâce à Discord, aux côtés de Estelle, de Clémence, de Quentin, d'Antonin et de moi-même, Corentin, pour ce débat qui va être, j'en suis sûr, animé, pertinent, intéressant, autant que faire se peut. Mais si ça vous convient, on va rentrer très vite dans le vif du sujet, on va faire les films les uns après les autres, on aura une quinzaine de films à aborder pour cette rétrospective de 2022. Et je vous propose tout de suite de commencer par un petit film français qui est sorti en février 2022. Et on va commencer par Les Vedettes. T'as un talent fou. Pourquoi t'as arrêté la musique? C'est une longue histoire ça, Stéphane. Ça te dirait de faire le clip de Simplement Dan? Ok, mais te foire pas. Tu devrais faire attention Daniel, hein. Je trouve que tu t'emportes vraiment vite. Bientôt je serai chanteur. Ah mais c'est quoi ce mec? Non mais c'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Si, en plus j'en ai conscience. Oui, c'est vrai. Alors, Les Vedettes, c'est quoi? Les Vedettes, c'est un film français qui a été réalisé par Jonathan Barré, qui est donc un des trois, on va dire, du Palmacho, avec Grégoire Ludig et David Marsay. Et Les Vedettes, ça parle de Daniel et Stéphane, qui travaillent comme vendeurs dans un magasin d'électroménager. Même s'ils ne s'entendent pas du tout, ils décident de faire équipe pour participer à des jeux télévisés, pensant qu'ils pourront ainsi rembourser leurs dettes. Ils ignorent cependant que la célébrité va très vite leur monter à la tête. Eh bien, il me semble que, lorsque j'ai regardé vos classements, mes chers amis, il me semble avoir vu que Clémence, Les Vedettes, ça t'avait pas mal plu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'a pas mal plu, il me semble que je l'ai mis dans le bas de mon top. C'est un film que j'ai rattrapé, parce que du coup, il est de début janvier 2022, mais je l'ai vu en fait il y a une semaine, je l'ai rattrapé. Et écoute, j'ai trouvé que c'était un film avec beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse vis-à-vis de ces personnages, même s'ils sont assez détestables et enfin, ils sont pas détestables, mais Des personnages détestables, en fait, c'est des personnages qui sont presque des figures presque d'anti-héros. En tout cas, il y a un vrai film un petit peu, j'ai l'impression, un vrai film presque de prolo, avec un côté... c'est un film c'est presque pour moi de singer le côté, tu sais, les films de rêve américains, les trucs comme ça, où les mecs ils veulent monter au sommet, sauf que le film, il prend ça, à mon sens, complètement à l'envers, et justement... Sans vouloir spoiler le film, le principe n'est pas de les faire monter quelque part en réalité. On est sur le classique du... En fait, c'est pas finalement la gloire dont ils ont besoin, c'est simplement de trouver leur voie, entre guillemets. Et je trouve que le film, t'as parlé du fait que c'était un film qui avait une certaine poésie, et je partage ça parce que je trouve que quand tu regardes le précédent film de Jonathan Barré et du Palmacho, qui était donc La folle histoire de Max et Léon, je pense que certains vous ont vu dans le Discord, c'est vrai que c'était un côté beaucoup plus hommage aux films d'aventure et humoristique français des années 60-70, que ce soit La Grande Vadrouille ou tu sais les films avec Belmondo et ce genre de choses. Et donc c'était vraiment beaucoup plus premier degré, on va dire, avec un peu d'humour un peu méchant, mais quand même très premier degré. Et là, dans Les Vedettes, on a l'impression qu'ils font, à mon sens, un peu presque leur autocritique de stars de YouTube et de stars de la télé. Et du coup, c'est un film que je trouve à la fois très acerbe et très méchant envers cet univers-là, et en même temps très mélancolique sur leur propre parcours. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je trouve qu'il y a un côté... il y a un substrat qui est triste, je trouve, sincèrement, dans le film. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était un vrai film populaire, au bon sens du terme, pas comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 36, là, mais un vrai film populaire qui parle de gens populaires qui, certes, s'amusent avec eux, les tournent un peu en ridicule, mais n'est jamais dans le mépris. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Je trouve que la caméra est quand même assez... donc très critique envers tout ce milieu du showbiz, de la télévision, tout ça. Mais elle les filme eux et elle nous les montre avec beaucoup de tendresse et pas de jugement en fait. Et à la fin, il y a quand même à la fin, tu te dis qu'ils ont pris leur revanche. Et non, en fait, il y a toujours cette envie qui vient de chez eux, qui a envie quand même d'avoir ce pied dans ce milieu. Et voilà, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire avec plein de bonnes blagues. Et j'ai retrouvé ce duo qui nous a fait rire dans tous leurs sketchs.
Et j'ai trouvé aussi que contrairement au film La folle histoire de Max et Léon, Ouais, c'est ça. si je me trompe pas, j'ai trouvé qu'il avait moins un côté enchaînement de sketch. J'ai trouvé qu'il y avait plus un arc narratif et que les personnages allaient d'un point A à un point B. C'était un peu plus travaillé en termes d'évolution des personnages. Ouais, je suis d'accord. Estelle, toi, je sais que tu l'avais moins aimé. Alors, je sais pas si tu l'as mis dans la catégorie intermédiaire. Je sais pas si pour toi c'est un bof ou un pas mal. Est-ce que tu as envie de revenir sur les vedettes? C'est plutôt un bof, mais moi je suis vraiment restée en dehors. C'est pas, même si le Palmacho me fait beaucoup rire, je sais pas, cet humour-là je suis restée en dehors. J'ai préféré les voir en fait dans le film de Quentin Dupieux, Les Mandibules, que ce film-là. J'ai pas vu Max et Léon. Je sais pas si c'est, voilà, mais je sais pas les vedettes. Oui, si. Voilà, moi je suis sortie en disant pas mal, mais j'ai pas pour le mettre dans mon top, pas suffisamment. Mais je pense que c'est l'humour qui est pas mon style. Enfin, toi tu sais bien Corentin, mais voilà, je reste un peu en dehors de ce genre de truc. Toi, je sais que t'as éclaté de rire dans la salle, mais voilà. C'était sans plus pour moi. Est-ce que c'est parce que tu trouves ça méchant en fait comme humour? C'est ça qui t'a dérangé? Non, c'est juste, ça me fait pas rire, quoi, mais pas dans le sens où je trouve ça méchant ou pas, voilà, c'est juste, c'est un peu absurde et moi, ça me fait pas rire. Enfin, voilà, l'absurde est quelque chose, j'arrive pas à rentrer dedans et c'était un peu le cas pour ce film-là. Ah, pourtant, t'as aimé Mandibule. Alors, oui, tout à fait, j'ai bien aimé Mandibule. Et cette grosse mouche est en effet très absurde. Mais je sais pas. J'ai juste peut-être une remarque parce que j'ai pas vu le film, mais c'est assez drôle parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on parle pas d'un film du Palmacho, mais vous êtes en train de parler d'un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, quoi. Mais mec, c'est trop drôle que tu dis ça, c'est exactement la réflexion que je me suis faite aujourd'hui même. C'est la première fois que j'y pensais, je repassais en revue tous les films que j'avais vus cette année, et ça m'a sauté en fait aux yeux. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, pour moi il y a beaucoup plus quelque chose de ça là-dedans, et en fait, à ceux qui n'ont pas vu le film, si vous voulez vous donner une bonne idée, je pense, de ce que c'est effectivement à la fois un film de Delépine et Kervern, et en même temps, c'est clairement un hommage, c'est très inspiré des Trois Frères. Le premier évidemment. Il y a ce côté en fait voilà où on va au départ suivre des personnes qui chacun à leur manière sont Clémence disait détestables, en tout cas voilà sont des petits c'est des losers qui se prennent au sérieux et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vont à la télévision et qu'ils sont pris dans le casting. Ouais, c'est ça, tout à fait, et je trouve que il y a vraiment ce truc là, donc on est dans un cinéma qui est un peu plus, beaucoup plus même social que Max et Léon, et une dernière chose je pense qu'on peut redire sur les vedettes, c'est aussi que le travail pour le coup je trouve de réalisation, de photographie, de mise en scène est vachement plus léché, en tout cas se remarque plus comme un film ambitieux. On a l'impression que Jonathan Barré il a envie un petit peu de commencer à tâtonner l'étiquette d'auteur, quoi. Alors ce qu'il est, hein, je pense. Enfin, moi je suis pas là pour distribuer des étiquettes, mais j'ai l'impression que il y avait des ambitions derrière que j'ai trouvé extrêmement pertinentes, et le fait que justement il s'attaque à un cinéma social, c'était peut-être aussi pour un peu brosser dans le sens du poil une certaine académie de récompense française, mais enfin je sais pas s'il a ça en tête au moment où il le fait, mais je dis juste que ça peut matcher un peu plus qu'un Max et Léon, on va dire, au niveau des Césars. Mais bon, le fait est que le film a floppé, malheureusement. Le film n'a pas du tout marché auprès du public. Je pense la faute à une promotion qui a été catastrophique, parce qu'ils l'ont vendu comme la dernière comédie justement de Christian Clavier, quoi, avec l'affiche bleue, avec l'écriture jaune, etc. Bon, le fait est que ça a floppé. Il y a quand même un gros succès pour moi du film, même auprès du public, c'est cette putain de musique. La musique est centrale au film et qui m'est restée en tête pendant littéralement des mois et qui a fait des millions de vues sur YouTube. Je sais que au moins ça a fait rire tout le monde. Donc c'est déjà pas mal. Et juste, je voulais ajouter que quand même ce duo d'acteurs, ça faisait un moment que je les avais pas vus ensemble, et qu'est-ce qui fonctionne bien ensemble, quoi. Enfin, c'est incroyable cette alchimie qu'il y a entre ces deux comédiens, et c'est un film de comédiens aussi. Enfin, c'est un film avec beaucoup de comiques de situation où ils poussent la pure jusqu'au bout, et ça fait du bien. En mois de janvier, un peu morose, ça fait du bien de voir ce genre de film.
Bon mais très bien, mais pour passer donc au film suivant, si je suis mon petit planning, ça y est, je suis déjà perdu. Le film suivant, qui a été vu je crois par 3 personnes ici, pour les 2 autres, rassurez-vous, ce sera bientôt votre tour, je vous promets, c'est sorti donc en mars 2022, The Batman de Matt Reeves. Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et fend les airs pour mordre la poussière? Toi. Seigneur Dieu. Là, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Alors, je vais vous lire le petit résumé, qu'on se rappelle tout ce que c'est, même si je pense que vous connaissez Batman, vous voyez à peu près. T'es sûr? Parce que tu vas mettre 3 heures à lire le résumé. Bah, le film est très long, mais le résumé est court. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie Bruce Wayne, alias Batman, sur une enquête dans la pègre où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, et le parrain de la mafia, Carmine Falcone. Putain, j'ai dit Oswald Cobblepot du premier coup. Je suis épaté. Donc The Batman, je me permets juste de commencer dessus parce que à titre personnel c'est mon top de l'année. C'est clairement le film que j'ai préféré sur les 25, peut-être 30, je sais plus combien de films que j'ai vu cette année. Moi c'est un énorme coup de cœur. C'est je crois le seul film que je suis allé voir 2 fois en salle. Je vais pas en parler des heures parce que vous êtes 2 à ne pas l'avoir vu. Et que Estelle va m'en vouloir d'en parler trop longtemps parce que j'ai jamais vécu une séance de cinéma avec une personne qui m'envoie des ondes tellement elle se fait chier pendant la séance. Donc c'est-à-dire que là vous voyez ce truc où, désolé de t'infantiliser, mais ce truc où quand tu vois tu sens que t'as pas l'attention d'un enfant à qui tu parles, tu vois. C'est-à-dire qu'elle regardait en l'air, elle regardait ses chaussures, elle se dit ah tiens mais pourquoi le sol il colle comme ça, tu sais, elle levait ses chaussures, elle faisait tomber sa veste, elle faisait tomber son téléphone, bon voilà, et c'était vraiment, moi j'étais là, je vis un enfer hein, actuellement dans la salle de cinéma. Bon allez, j'exagère, mais c'est juste que encore une fois, je vais pas beaucoup en parler, mais Matt Reeves, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup déjà pour déjà la trilogie La planète des singes. J'en attendais beaucoup de ce Batman qui m'avait vraiment ultra hypé quand j'ai vu les bandes annonces et j'ai pas été déçu. C'est un film que je trouve extrêmement puissant. C'est un très bel hommage au cinéma de Fincher, notamment à Zodiac, notamment à Seven. Certains vont dire jusqu'au plagiat. Moi, je rentre pas là-dedans. Justement, je suis pas d'accord avec ça, mais n'empêche que voilà, j'ai adoré ce film-là. Il y a une vraie teinte horrifique. Il y a un vrai juste milieu entre le Gotham extrêmement réaliste de Nolan et le Gotham totalement fantaisiste et burlesque de Tim Burton. Je trouve qu'il est dans un juste milieu parfait où on sent totalement la décadence et le fait que cette ville soit contaminée par la haine, par le mal, et en même temps on n'est pas non plus dans quelque chose de grand guignol. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait du design du Batman. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait même de Oswald Cobblepot justement, qui est joué par Colin Farrell. Enfin moi je le dis sincèrement, je pense que je vais passer pour un con, mais je n'avais pas reconnu Colin Farrell lors de la première séance du film. Vraiment j'ai dû voir le générique pour savoir que c'était lui. La musique, je l'écoute en boucle depuis maintenant mars 2022 et je l'ai encore écouté aujourd'hui. J'ai vraiment un problème. Voilà, j'aurais trop de choses à dire, c'est pour ça que je vais préférer laisser... qui entre vous deux, entre Estelle et Clémence, veut commencer? Celle qui a le moins aimé ou celle qui a le plus aimé? Bon, déjà, ce film, j'ai fait l'erreur et là, j'ai senti que j'avais basculé du côté obscur de la vieillesse parce que je suis allée le voir à 22h et franchement, je crois que je me suis endormie un petit quart d'heure au milieu du film. J'ai honte de l'avouer, mais... Non mais tu peux avoir honte. Les séances à 22h, c'est plus pour moi, d'autant plus que j'ai adoré ce film, mais il était trop long. C'est-à-dire qu'il durait quoi, 2h45 et tu m'as enlevé 40 minutes facilement. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs. Et après, ça n'enlève rien à tout ce que t'as énoncé, hein, et je suis complètement d'accord avec ça. Visuellement, il est assez incroyable. Enfin, la scène à la fin où il y a le fumigène avec l'eau et il marche comme ça, il prend enfin sa place de leader et... cette scène, elle est juste magnifique. Et comme ça, il y en a des dizaines dans ce film. Donc, du coup, c'est vrai que cette ambiance poreuse, sale, de ce Gotham, elle est hyper intéressante à voir à l'écran. Mais voilà, moi, j'étais un peu perdue par
par ses longueurs, par des moments qui n'étaient pas forcément nécessaires, je pense, pour faire avancer le scénario, et qui n'avaient pas non plus le parti pris de nous faire... parce qu'on va pouvoir parler d'autres films aujourd'hui qui sont très longs, mais qui m'ont pas ennuyée, quoi. Enfin voilà, donc Batman, il y a des moments quand même, je me suis un petit peu ennuyée. J'ai pas aimé le traitement de Catwoman, que j'ai trouvé assez caricatural dans son rôle de femme aux côtés de Batman, et voilà, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu déçue. Mais je pense que ce film, il faut vraiment que je le revoie. Il faut que je le revoie parce que je suis partagée dessus. Je l'ai aimé et en même temps, j'ai des réserves sur certains aspects qui font que je pense qu'il faut que je le revoie pour me faire un deuxième avis. Bon, je suis outré par tout ce qui a été dit, mais non, je plaisante. Et je te rejoins totalement sur un point. Moi, c'est effectivement Selina Kyle. Je trouve que c'est le personnage qui est le moins bien écrit du film. Ça, je te rejoins entièrement dessus. Et c'est pas pour la comédienne hein, que je trouve douée, mais effectivement, je pense que c'est pas du tout le personnage le plus pertinent. En tout cas, pas forcément traité de cette manière-là. Et avant de te passer la parole, Estelle, en fait, si je dois juste synthétiser presque en une phrase ce que j'adorais dans le film, c'est le fait que au tout début du film, Batman se pose la question de ce qu'il doit faire, parce que ça fait seulement 2 ans en fait qu'il est le Batman, et quand il chope des criminels et qu'il les tabasse version hardcore, et en fait il leur dit, quand on lui demande qui es-tu, il répond je suis la vengeance. Donc voilà, et tout le film évolue, et en fait tout le principe pour moi du film, c'est le Batman qui passe de je suis la vengeance à je suis la justice. Et je sais que dit comme ça fait rire parce que du coup c'est tout le truc de toutes les parodies qui ont été faites de Christian Bale avec je suis la justice. Bon, mais sauf que là c'est pas volé quoi. Là c'est pas volé du tout en fait. Et je trouve qu'on voit vraiment cette progression et pour moi paradoxalement je trouve que la longueur aide parce qu'en fait c'est un film qui va vous montrer à plein de reprises Batman échoué, mais vraiment échoué. Et c'est ça qui pour moi en fait un grand film. Cela dit, je peux comprendre la réflexion d'Alex Roux du podcast problématique pardon le cinéma mais désormais réalisé sans trucage qui disait en fait j'ai vu un très bon film de 2h45, j'aurais pu voir un chef-d'œuvre de 1h40. Et je comprends cette réflexion, mais moi j'avoue que j'ai pas boudé mon plaisir. Estelle, toi de ton côté, c'est donc un 0 pointé, comment ça se passe ? Non, c'est pas un 0 pointé, je rejoins plutôt l'avis de Clémence qui c'était beau, je trouvais que Robert Pattinson était très bien dans ce rôle de Batman, mais c'était long quoi, il y avait vraiment des longueurs et des moments de discussion où c'était une longueur vraiment interminable. Oui, je me suis emmerdée un peu devant le film. Et dans les scènes d'action, durant les scènes d'action, non, ça c'était vraiment cool. La scène qu'on voyait dans les bandes annonces de course-poursuite, c'était vraiment incroyable. Mais vraiment, cette longueur, c'était trop en fait. Ça m'a vraiment fait décrocher du film. Pareil, je rejoins aussi sur Catwoman qui est un peu cliché, un peu la femme. Est-ce que c'était très nécessaire d'avoir une histoire d'amour entre Batman et Catwoman hein, on l'a vu, raravu. Non, oui, du coup, je voulais rebondir sur cette histoire d'histoire d'amour. Ça m'a vachement déçue parce que pendant tout le film, on te montre qu'ils ont une relation d'entraide et une relation de coopération. Et c'est quand même fatigant. Enfin, c'est un peu... Pour moi, ça m'a posé le même problème que dans le dernier Star Wars, épisode 9, où forcément une relation entre une femme et un homme, ben voilà, ça se transforme avec des enjeux amoureux. Et finalement, ce personnage-là, on te le présente comme un personnage acteur de sa vie. Et au final, il devient de plus en plus passif, je trouve, au fur et à mesure où le film avance. Et il fait de moins en moins de choses. Et juste, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Corentin, qui devient justicier à la fin. Oui, et en plus, cette image où t'as un peu... où tu le vois en fait marcher dans l'eau avec un fumigène et il guide les gens qui sont... parce qu'il me semble qu'il y a eu... Je sais plus exactement, mais il y a eu un accident, il y a eu un immeuble qui s'est effondré. Enfin, c'est un peu le chaos. Et il y a un peu cette image qui m'est venue quand j'ai vu ça, de la liberté guidant le peuple. Ce tableau, et là tu vois ce Batman qui marche au milieu de l'eau, et voilà, donc il y avait quelque chose de très christique et de très justicier dans cette image de fin, quoi, qui est assez sublime. Moi, c'est vraiment l'image qui m'a marqué le plus, je crois, du film.
C'est ça. Bah, en tout cas, pour les autres qui l'ont pas vu, eh ben, si ça vous fait peur de regarder un film aussi long, au pire, vous le mettez en fond d'écran et vous coupez le son et ça fait des superbes images. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, on va pas rester trop longtemps, effectivement, sur ce Batman, puisque nous sommes que 3 à l'avoir vu et nous allons passer à un film que nous avons vu toutes et tous ici et qui, si j'en crois certains classements, fait peut-être un peu débat, et il s'agit donc du dernier film de l'écurie Pixar, Alerte Rouge. May, le petit déjeuner est prêt. J'arrive. It's gonna be me. Tout va bien, chérie? Je suis un gros monstre dégoûtant. Ne le regardez pas. Laissez-moi. Ça lui arrive déjà? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Nos ancêtres avaient un lien mystique avec les pandarous. Non mais c'est une blague ou quoi? C'est une petite excentricité dans notre famille. May, une sino-canadienne, découvre qu'elle se transforme en pandarou lorsqu'elle ressent une émotion trop forte. Elle doit à tout prix cacher ce pouvoir aux gens pour éviter de les effrayer. Putain, un résumé plus que résumé, hein, là pour le coup. Je sais pas, Quentin ou Antonin, lequel des deux veut prendre la parole pour commencer sur Alerte Rouge. Attendez, je vais voir les classements. On va peut-être partir de celui éventuellement. Allez, Antonin, je vois que pour toi c'était un bof, un pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé alors de Alerte Rouge? Ben, pas grand-chose, globalement. Non, mais c'est assez symptomatique, mais franchement, ça m'a tellement pas marqué que je m'en souviens pas des masses, en fait. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y a une histoire, effectivement, de transformation en pandarou, et puis à la fin, il y a un concert, et où ils se foutent un peu de la gueule des boys bands, sauf que les boys bands, en vrai, bon, ça y est, c'est fini, enfin, c'est dépassé, c'est plus... Mais attends, mais le film fait une reconstitution du début des années 2000 dans Toronto. Oui, c'est pas faux. Mais bon, voilà, quoi, c'était... Bon, en gros, ça t'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Je sais même pas si ça m'a touché la première, si tu veux, donc... Bon, très bien. C'est resté assez lointain, en fait, de manière... Bon, Quentin, toi, est-ce que t'es peut-être un petit peu plus enthousiaste à l'égard d'Alerte Rouge? Un peu plus. Après, effectivement, ça m'a fait du bien que tu rappelles le résumé, parce que je me souviens avoir passé un bon moment, mais je me souviens pas de tous les détails du film. Moi, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant, assez sympa, notamment les relations qu'il y avait. Alors, je sais plus si elles sont 2 amis ou plusieurs. Enfin, il y a un groupe d'amis. Enfin, ça m'a rappelé des années collège. Voilà, un peu cette insouciance et en même temps cette transition vers l'âge adulte. C'est ce que raconte le film, hein, de mémoire. Mais voilà, quelques idées de mise en scène sympa, très colorées. C'est ça que j'ai bien aimé aussi. Très coloré, et puis voilà, cette relation assez conflictuelle, enfin pas conflictuelle, mais compliquée entre donc l'héroïne et sa mère qui essaye de la préserver, mais qu'en fait qui l'empêche de grandir. Enfin voilà, c'est des thèmes assez bateaux, mais qui étaient plutôt bien racontés, plutôt bien mis en scène, avec une animation qui était voilà, rafraîchissante sans être très innovante. Mais voilà, un bon moment, mais comme dirait Antonin, ouais, finalement assez oubliable, parce que je m'en souviens pas avec beaucoup d'exactitude. Avant de laisser peut-être la parole à Clémence, parce que Estelle étant la personne qui a, je pense, le plus aimé le film dans le groupe, je me permets juste de rappeler 2 petites choses. Effectivement, ça se passe bien au début des années 2000, et en fait, c'est presque un film autobiographique de la part de Domi-Ishii, donc qui est la réalisatrice du film, qui avait bossé, il me semble, sur... je crois qu'elle a bossé sur Vice Versa, sur Toy Story 4. Alors, je sais pas si elle était animatrice ou je sais pas ce qu'elle faisait, mais en tout cas, voilà, elle travaille sur les Pixar depuis un petit moment, et en fait c'est vraiment sa vie. Elle est assez jeune, elle a une 30aine d'années, donc c'est un peu sa vie que ça raconte. Mais si je peux peut-être te lancer, Clémence, là-dessus, voir ce que toi t'en penses. Moi, en fait, je trouve le film, enfin visuellement, sincèrement, je le trouve assez faible, Quentin et Antonin, parce que bon, après ça, vous l'avez peut-être vu il y a longtemps. Nous, avec Estelle, on l'a vu littéralement ce week-end, mais en fait, en vrai, c'est une énorme claque visuelle, hein, le film. Enfin, aujourd'hui, Pixar prouve encore que c'est vraiment... Là, on est arrivé à un niveau de maîtrise de la 3D qui est
incroyable, vraiment qui est prêt à te faire passer tout et n'importe quoi, y compris les scénarios les plus vaseux, quoi. Et ce qui est pas forcément le cas d'Alerte Rouge, hein, mais je veux dire, ça pourrait, des fois ça éclipse carrément, tellement c'est une démonstration technique. Et en gros, moi, la vraie question que je me pose avec Alerte Rouge, c'est que je ne comprends pas de quoi le film parle. Parce que, pour le dire très simplement, les gens ont un peu résumé le film à Alerte Rouge, ça évoque l'apparition des premières règles pour les filles, sauf que ce truc-là ne tient pas longtemps, puisque très tôt, la mère lui apporte des protections hygiéniques, en parle de règles, donc tu peux pas faire d'un pandarou une métaphore de quelque chose que tu verbalises dans le film. Donc ça peut pas être que ça. Est-ce que c'est une histoire de la puberté? Mais si c'est l'histoire de la puberté, pourquoi le pandarou revient à travers le personnage de la mère, de la famille, des cousines, etc. Du coup ça tient pas debout non plus. Est-ce que c'est une histoire du passage à l'âge adulte? Mais du coup ça vient aussi en contradiction avec le fait que même la grand-mère elle peut laisser sortir son pandarou. Enfin vraiment je trouve que le film est assez incohérent là-dessus, j'ai du mal à comprendre pourquoi, si ce n'est que, et surtout quand on voit la fin, ou en gros, est-ce que le pandarou c'est laisser parler son moi intérieur, sa personnalité? Ok, mais si c'est ça, c'est horrible. Ça veut dire que la mère fait délibérément le choix de le taire à la fin. Bref, moi c'est un film que je trouve très beau, qui m'a fait rire. Hein. Franchement, il est ultra énergique en fait. C'est un film que je trouve très énergique et très généreux, mais dont à la fois le propos et la morale me laissent complètement perdu. C'est vrai que effectivement, je peine à voir quel est le message du film. Vu que c'est un film qui voulait, je pense, conquérir un peu le marché chinois, est-ce qu'il n'y avait pas une crainte de faire un truc trop progressiste, trop machin, et il fallait mettre à égalité quelque chose d'un peu jeune, progressiste, avec les valeurs traditionnelles? Parce que c'est littéralement ce que vend le film à la fin. Enfin, voilà, moi c'est ça c'était ma théorie, mais j'ai aucune preuve de ce que j'avance. Clémence, toi ton avis sur Alerte Rouge? Alors moi j'allais dire c'était plus quand en fait en chacun de nous on a ce pandarou et qu'en fait c'est la partie un peu noire, obscure chez nous qui émerge quand tu deviens adulte et que tu n'arrives pas à contrôler au moment de ta puberté, puisque c'est souvent dit que les enfants ils ont des émotions très blanches ou noires et du coup je l'avais compris comme ça en fait. Mais en fait c'est vrai que la fin j'avais pas pensé à cette histoire que la mère elle renie son panda et qu'il y avait peut-être une morale un peu conservatrice. Ça me donne envie de le revoir en fait du coup, ce que tu viens de dire. Ta théorie elle est pour le coup elle est intéressante, mais si c'est ça, si c'est le côté on réfrène comment dire, son côté un peu négatif, alors c'est très bizarre de mettre en avant le fait que Mei veuille le conserver. Parce qu'à ce compte-là, ça voudrait dire que tous on devrait empêcher de faire sortir le pandarou. Tu vois ce que je veux dire? C'est que en fait elle l'accepte. Ben c'est plus ouais si tu veux ouais ok. Oui, du coup, moi ce film, un bon film Pixar, je suis assez d'accord avec les garçons pour dire que c'est un film plutôt oubliable. Moi ce qui m'a fait personnellement rire, c'est que cette reconstitution des années 2000 avec des références... Voilà, on était un peu plus jeunes dans les années 2000, mais quand même il y a pas mal de références qu'on peut comprendre. Et puis ce qui était chouette aussi, c'est que ça se passe à Toronto et que mon compagnon a grandi là-bas, et donc du coup il a pu me faire comprendre plein de références de la ville. Donc ça c'était assez chouette. Après, oui, il y a de l'humour, oui, le scénario est pas mal, mais franchement, c'est pas à la hauteur des films qui sont capables de nous sortir, Pixar. Enfin, quand on regarde en termes d'enjeux narratifs, un film comme Lao ou Coco, enfin, voilà, tu tires ta larmichette, t'as vraiment des niveaux de lecture multiples. Là, j'ai trouvé qu'en termes de niveau de lecture, c'était quand même assez basique, quoi, et assez oubliable finalement. Donc en fait, j'ai hâte que Pixar nous ressorte un vrai film qui claque la gueule, en fait. C'est quand qu'ils nous sortent ça? Estelle, du coup, pour terminer, puisque tu es, je pense, celle qui a peut-être préféré le film ici. Alors moi, j'aime beaucoup déjà les dessins animés en général. Je pense que je suis assez... on va dire je pardonne beaucoup de choses à Disney. Après Alerte Rouge, je pense que oui, son message c'était par rapport aux émotions, par rapport au fait que dans la société aujourd'hui, on doit se comporter d'une telle et telle manière. On n'a pas le droit de... Enfin voilà, on le voit très bien ici. Est-ce qu'on irait raconter sa vie à quelqu'un dans le métro, etc. On montre pas ses émotions dans la société. Et je pense que c'est ce que représente le pandarou, c'est que elle veut un peu casser ça. Et c'est un peu la société qu'on essaie d'obtenir aujourd'hui, d'être plus en phase avec ses émotions, d'être plus en phase avec le fait que nous sommes humains. C'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'être en colère, d'être triste, etc.
Et que ça ne sert à rien de se fâcher avec ça et de juger les gens qui ne font que montrer leurs émotions. La famille traditionnelle chinoise, oui, c'est d'être un peu, de pas montrer ses émotions. Alors c'est un peu, moi je l'ai vu comme ça quand j'étais aux États-Unis et du coup je le compare un peu avec le Canada, mais c'est ça, c'est que c'est une famille qui reste traditionnelle, doit avoir des bonnes notes à l'école, doit bien se comporter, ne doit pas se faire se faire influencer par ses amis, etc. Doit écouter la bonne musique, pas le boys band, voilà, être la bonne petite fille parfaite, de ce dont ils en parlent assez souvent dans le film. Et que ce fameux panda roux vient un peu briser ça, de dire en fait on reste ça reste une petite fille qui a des émotions, etc. Vous avez enfermé votre panda roux, vous avez décidé de le cacher, de rester cette petite fille parfaite, de grandir en une femme parfaite, de grandir, de devenir en fait une femme qui ne se démonte pas, qui ne montre aucune émotion, qui aime sa fille mais ne le montre pas, enfin le montre d'une façon un peu surprotectrice, étouffante, et qui voilà, ce genre de choses. Mais on le voit bien, elle ne peut pas s'exclamer devant les petits chatons, ne peut pas trouver de choses belles, tout doit rester neutre et limite sans couleur, et c'est peut-être pour ça que ce film est aussi coloré, pour montrer que en fait la vie est colorée et que nos émotions sont de ces couleurs-là. Ça vient un peu en complément en fait avec vice versa. Oui, en fait je voulais dire que ce qui me semblait bien que le titre en anglais traduit vachement mieux en fait le message du film, parce qu'en anglais ça s'appelle Turning Red. Ce qui parle beaucoup plus d'émotion que Alerte rouge. Enfin, Alerte rouge, ça veut quand même rien dire. Alors que le titre anglais est beaucoup plus parlant et parle justement de ça, en fait. Littéralement, c'est voir tout rouge. Je sais que quelqu'un me corrige dans la traduction, mais je pense que c'est voir tout rouge, c'est se mettre en colère. Tout à fait. Donc du coup, ça traduit vachement mieux, je trouve, le message du film et voilà, sur la gestion de ses émotions, tout ce que tu as expliqué déjà, Estelle. Moi, je voulais poser deux questions. Déjà, la première à Quentin. Est-ce que Alerte Rouge, c'est un film que tu montrerais à ton enfant? Et si oui, à partir de quel âge? C'est une vraie question que je me pose. Mais tu sais que c'est des questions que je me pose devant tous les films que je vois maintenant. Me dire à partir de quel âge je pourrais lui montrer. À quel âge je pourrais lui montrer Cannibal Holocaust? Let's go. non, mais déjà, il est dégoûté, véridique, hein, il est dégoûté pas du cinéma, mais la seule fois où on l'a mis face à un grand écran, c'était au parc Astérix, et il a été traumatisé par la 4D d'Obélix, il s'est pris un menhir en pleine tronche, et du coup, il nous parle de ça tous les jours. Donc... Comment faire naître des phobies chez un enfant, quoi. La peur des menhirs, c'est quand même très particulier comme phobie, hein. Et il nous dit j'ai eu peur, enfin bref, il le dit en rigolant. Non, mais vraiment, oui, c'est une question que je me pose. Et Alerte Rouge, à partir de quel âge? Je pense que c'est quelque chose que tu peux quand même regarder assez rapidement, mais c'est comme tout plein de films. Peut-être que si tu le vois trop tôt, tu vas passer à côté du fond, en tout cas de certains messages. Mais ouais, je pense que vers 5-6 ans, c'est un film qui peut être sympa à montrer à un enfant, ouais. D'accord. Et la deuxième question que je voulais poser, c'était en direction d'Antonin. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt je vais te relancer sur le sujet. Il me semble que selon toi, Alerte Rouge n'est pas le meilleur Pixar de l'année. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Bon, mais des fois, faut que j'apprenne à me taire. Mais bon, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que bon, il y a quand même eu 2 films Pixar qui sont sortis cette année. Et vous m'arrêterez si je me trompe, mais donc il y en a eu un au cinéma et un qui est sorti directement sur plateforme de vidéo à la demande. Et donc il y a eu un autre film Pixar qui est sorti cette année qui est Buzz l'éclair. Et j'ai l'impression qu'il est un peu passé sous les radars. La preuve en est que personne ne l'a vu ici. Alors que pour le coup, j'ai trouvé... Alors, c'est pas un Pixar classique dans la mesure où
il va pas, un peu comme Alerte Rouge, forcément tirer une larme à tout le monde, mais j'ai trouvé le scénario au final beaucoup plus original que Alerte Rouge, où justement on sait pas forcément trop des fois où est-ce que ça va, quoi. D'accord. Parce que là, effectivement, quand je regarde, je vois que il a fait un flop. En fait, c'est qu'il a coûté quand même 226 millions de dollars. Pardon, il a rapporté 226 millions, il en a coûté 200 millions, sauf que le budget ne prend pas en compte les frais de promotion, donc je pense que c'est un des rares films Pixar, je pense que ça va pas être rentable, enfin, c'est rare. Je pense qu'il a fait un bid, hein. Et même quand on est allé le voir dans la salle, on était peut-être, on n'était pas nombreux, hein. C'était qui le public de ce film? Moi, c'est ça qui m'a vachement perturbée parce que on te reprend Buzz l'éclair qui est associé quand même à un imaginaire de Toy Story, qui est quand même la franchise de Pixar la plus rentable, je pense, de leur boîte de production. Et en même temps, ils te l'ont transformé en quelque chose de très réaliste. Et du coup, moi, j'ai pas compris à qui s'adressait ce film. C'est vrai que le scénario, pour le coup, je pense, peut paraître assez obscur à un enfant qui serait un peu trop petit, hein. Donc ça s'adresse plutôt à nous, à notre génération qui avons grandi avec les Toy Story. Ouais, c'est vrai que autant le film est pas mauvais, autant je pense qu'il y a un défaut de calibrage marketing sur qui est la cible. Mais j'ai eu l'impression, moi quand je voyais les bandes annonces, j'ai l'impression que ça tournait en mode Alien, c'est la bande annonce qui vendait ça, ou j'ai l'impression qu'il y avait une histoire de je suis piégé avec un truc qui veut notre mort. Non, au final, non, c'est un scénario un peu avec quelques twists, et ils ont essayé, je disais ça tout à l'heure, mais ils ont essayé de faire Interstellar en Pixar, quoi. Mais du coup, c'est mieux quand même, parce que bref. Voilà. Allez, les petites piques là qui partent. Ah, mais dès qu'il y a moyen, moi. Dès qu'il y a moyen de se payer Nolan, il n'y a pas une année où on lui a pas craché dessus, je crois. Je pense que il y a pas une année où on se fait pas Nolan. Après, bon, c'est quand même le mec qui a fait Tenet, hein, il le cherche aussi. Écoutez, si c'est ok pour vous, on va passer au film suivant, qui n'a été vu que par 3 personnes, donc on va essayer d'enchaîner assez vite. Mais là, quand même, on va se faire un peu plaisir. Et puis en même temps, je pense que les personnes qui ne l'ont pas vu pour de bonnes raisons, donc pourront s'exprimer aussi. Il s'agit donc des Animaux Fantastiques 3. Mais tu m'emmerdes, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Exprime-toi, dis-moi. Non, je tenais juste à dire hors enregistrement que j'ai été très sage. Je me suis retenu de faire une blague sur le fait que Raphaël avait été traumatisé par le gros menhir d'Obélix. Non, mais c'est vrai qu'en plus, en mon âme et conscience, je couperai évidemment ce passage lors du montage, évidemment. Donc, je disais que les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore, je crois toujours réalisé par Peter Yates, je pense. David Yates, David Yates. Les périodes dangereuses font le lit des hommes dangereux. Si à l'heure du thé, nous sommes toujours en vie, alors nos efforts auront été couronnés de succès. Monsieur Kowalski, avec plaisir. As-tu vraiment l'intention de tourner le dos au tien? C'est toi qui disais que nous pouvions refaire le monde. Même si nous avons commis des erreurs. Action! Nous pouvons essayer de les réparer. Je vais vous lire donc le petit synopsis de Wikipédia. Dans les années 1930, les sorciers vont être amenés à élire leur prochain dirigeant, le chef de la Confédération magique internationale. Inquiet de l'ascension rapide et du gain de popularité de Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragono et ses amis une mission qui les conduira à perturber les plans du Mage Noir, à affronter ses partisans de plus en plus nombreux et à croiser la route du... Merde, comment on prononce ça? Du Qilin? Ouais, du Qilin, je pense, une créature chinoise capable de lire dans l'âme et de choisir la personne la plus digne de gouverner. Mais conscient de l'importance des enjeux et de la guerre qui approche, Dumbledore se demande combien de temps encore il pourra demeurer en marge des événements. Pause, synopsis. Dans juste ce synopsis, on parle beaucoup plus de Dumbledore que de tout le reste. C'est symptomatique de l'échec du film, je pense, à mon sens. Estelle, est-ce que tu veux t'exprimer sur les Animaux Fantastiques ? Bah moi ça m'a vachement déçue parce que je trouvais qu'il partait trop dans le truc réel de la Seconde Guerre mondiale qui allait arriver avec les Allemands, avec Hitler, ça faisait un peu on montre la montée d'Hitler mais au niveau sorcier
Et j'étais là genre ouais mais c'est bon quoi, on connaît cette histoire, on connaît tout ça, si on veut voir ça bah on a qu'à aller voir un documentaire. On n'a pas besoin d'avoir ce truc là aussi dans le monde sorcier, on a envie d'un peu plus de magie, un peu plus dans le monde qui n'est pas le nôtre. Aussi, ils ont carrément repris la musique d'Harry Potter, et t'as envie de dire, mais je pensais que ça ne devait pas être Harry Potter. Pourquoi reprendre Dumbledore? Mais ça c'est dès le premier, en fait, qui partent dans une histoire de Norbert Dragono, etc. Et ils se sont dit, mais en fait, si on monte pas les personnages d'avant, si on monte pas Dumbledore, si on monte pas McGonagall ou Poudlard, les gens vont pas venir voir. Et du coup, c'est encore un plan marketing foireux. Ils sont partis du coup, ils ont voulu faire un synopsis sur Dumbledore qui aurait pu être vachement cool s'ils avaient fait ça et s'ils n'avaient pas dit les animaux fantastiques. Le premier est vachement cool, on découvre des animaux qu'on ne voit pas forcément dans Harry Potter, on ne s'attarde pas trop dessus, là on voit des trucs un peu extraordinaires, magnifiques et c'est vachement chouette. Et puis bah, ils disparaissent du 2 et du 3. Ils forcent en fait vraiment les animaux fantastiques dans le film. Le Killing, il ne sert à rien de tout le film. Ça aurait pu être un pot d'or, ça aurait été pareil. Enfin, c'est un peu tout ça, quoi. C'est dommage. C'est forcé. Il sert à rien comme film. De toute façon, il y a deux choses que J.K. Rowling ne sait pas faire. Elle ne sait pas étendre un univers, et elle ne sait pas ne pas tenir des propos transphobes. C'est clairement les deux choses qu'elle ne sait pas faire. Donc, bon, on va plutôt s'attarder sur le premier parce que c'est ce qui nous concerne le plus ici. Et moi, c'est mon énorme problème qu'on avait déjà annoncé en fait l'année dernière. Je veux dire, le titre même du film était un aveu d'échec. Les animaux fantastiques sont tout petits sur l'affiche, tellement ça n'est plus le sujet. C'est clairement un spin-off qui parle de Dumbledore et de Grindelwald. On a même Norbert Dragono devient complètement effacé de cette histoire-là. Les animaux fantastiques, j'en parle même pas. Ça devient des prétextes, et des prétextes qui deviennent ridicules. Enfin, cet animal qui désigne, oui, toi, tu peux gouverner. Enfin, c'est complètement, c'est risible. Hein. Le film est risible. Je comprends même pas ce que Mads Mikkelsen est venu foutre dans ce bordel parce que il est bien gentil de remplacer au pied levé l'auteur là de violence conjugale, mais au bout d'un moment, si c'est pour être fou dans une dope pareille, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est terrible d'avoir cette galaxie de possibilités qui avait été amorcée par le premier Animaux Fantastiques, qui était vraiment très correct, qui était je trouve un bon film, et de ne pas arriver à voir plus loin que le bout de son petit nez là, et de se dire non mais en fait si je parle pas de Dumbledore, si je parle pas de Grindelwald, si je parle pas en fait de tout ce qu'on connaît déjà, si je les ramène pas à Poudlard, etc., et ben en fait mes connards de fans là qui me lisent depuis tant d'années, et ben en fait ils seront perdus, ils vont pas aimer, ils vont pas comprendre. Et c'est extrêmement gênant parce que, et c'est là où je trollais un peu avec les deux trucs que ne sait pas faire J.K. Rowling, mais en fait ça se rejoint d'une certaine manière, parce que quand elle a essayé d'étendre son univers, elle a essayé de proposer une carte de l'univers étendu d'Harry Potter, et en fait on se rend compte que dès que tu sors un peu d'Europe, dès que tu vas un peu en Afrique, dès que tu vas un peu en Amérique du Sud, je vous assure, allez lire, c'est navrant, tellement ça en devient raciste en fait. Ça en devient raciste la façon dont elle imagine que la magie pourrait fonctionner en Afrique, ou en Amérique du Sud, ou dans les pays d'Asie. C'est tellement caricatural et grossier que ça en devient raciste. Donc je me demande si en fait on avait besoin d'étendre cet univers, ou en tout cas s'il avait besoin d'être étendu, certainement pas par J.K. Rowling. Bon allez, je vais arrêter là-dessus, je voulais laisser la parole à Clémence qui a vu le film aussi. Oui, non, mais je vous rejoins complètement. Hein. C'est que c'est une saga qui respecte pas son univers de départ, qui le trahit et qui trahit ses fans, du coup. Enfin, et je pense qu'on est tous ici des grands fans de la saga d'origine. Et moi, je suis vraiment sortie de ce film en étant énervée parce que tout n'a aucun sens. À quoi sert cette saga ? Cette saga sert à faire marcher la machine Afrique. Point, rien d'autre. Je suis même pas sûre d'aller voir le 4e. Et voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'enchantement. On a des acteurs qui traversent le film qui en ont clairement rien à foutre d'être dans le film. Exemple, Eddie Redmayne, c'est un fantôme dans ce film. Et voilà, et c'est extrêmement décevant parce que comme tu dis, Harry Potter, il y avait quand même le moyen d'étendre cet univers, d'apporter plein d'enjeux, de nous raconter encore d'autres belles histoires. Et tu sens que là, ils n'ont pas d'histoire à raconter en fait. Et ils sont en train de nous raconter une histoire dont on sait déjà la fin, puisqu'on sait déjà que Dumbledore va gagner ce duel et que Grindelwald va se retrouver en prison. Donc quel est l'intérêt de le suivre en fait ? Et parce qu'on a déjà tous les éléments. Et
ou alors aller lire les livres en fait. Donc c'est très décevant, et ça fait vraiment mal au cœur de voir ce qu'ils ont fait de cette saga. Les seuls 2 points positifs que j'ai réussi à en tirer, c'est, je trouvais que le duel de Dumbledore avec Credence, en français je crois que c'est ça, ils sont assez visuellement... voilà, d'un coup je suis rentrée dans le film, mais ça dure quoi 5 minutes, même pas. Et j'ai trouvé que le changement de Mads Mikkelsen, il passe vraiment très bien, et même je le préfère dans ce rôle par rapport à... On a le droit de prononcer son nom ou pas? De celui dont on ne doit pas prononcer son nom. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et je trouve que le changement, il est vraiment apporté... En fait, ils en parlent même pas, enfin, c'est juste, il est là, et c'est tout, et il apporte quelque chose de très sombre, et d'assez manichéen. Enfin, c'est un excellent acteur, Mads Mikkelsen, et quelque part, il sauve les séquences où il est à l'écran, en fait. Ouais, mais putain, il a pas grand chose à bouffer, le pauvre, hein, franchement. Moi, je te rejoins sur les scènes d'action que je trouve très correctes, mais bon, après, non, c'est triste de voir. Franchement, si elle avait passé plus de temps à écrire ce scénario qu'à tweeter le fait que les femmes trans sont pas des femmes, enfin, au bout d'un moment, voilà, je suis désespéré par J.K. Rowling de me dire, en fait, ça me désespère parce que, au-delà des films, je me dis, on a grandi avec ça, et on peut pas faire comme si, cette autrice, elle avait pas infusé de cette pensée-là dans ses livres. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ses films. Donc je me dis, à un moment donné, on a aussi été influencé par une personne comme ça, et moi ça me débecte un peu, et je pense que si on faisait un travail de relecture de Harry Potter et tout ça, on serait un peu décontenancé de ce qu'on pourrait lire entre les lignes, et ça m'effraie un peu. Ce qui plaît vachement dans Harry Potter, c'est pas seulement l'histoire, c'est cet univers de Poudlard, tu vois, et cette espèce de huis clos d'école qui a ce côté très protecteur, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le jeu qui va sortir, Hogwarts Legacy, il se passe à Poudlard. Et ça, c'est le fantasme ultime de te dire, l'univers qu'elle a créé, je vais pouvoir m'y balader, je vais pouvoir y faire ce que je veux. Et finalement, je pense que tu as raison sur le fait que, étant de cet univers, elle en a peut-être pas les capacités, elle en a peut-être pas l'imagination, en fait. Et elle devrait s'en rester en fait à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire Poudlard. D'ailleurs, quand tu regardes la bataille finale de la saga Harry Potter, elle se passe dans ce lieu-là. C'est ça qu'elle sait faire, en fait. Donc, elle aurait dû étendre cet univers-là, nous expliquer comment cette école elle a été fondée. Enfin, tu as parlé plus de ça, quoi. Et elle n'est pas restée sur ce qu'elle savait faire. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Mais j'avoue qu'à titre perso, j'attends quand même pas mal Hogwarts Legacy pour le coup, et j'espère que ça va un peu redresser la barre. Bah, écoutez, si on a... Oui, pardon. Tu devrais te méfier. Je serais toi, je regarderai un petit peu. Ah non, qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais j'en dirai pas plus. Pourquoi? Non, mais vas-y, t'en dis trop ou pas assez, là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est que c'est le développement du jeu, enfin les personnes qui le développent, etc. C'est pas tout blanc non plus, voilà. C'est des amis proches de J.K. Rowling, c'est ça que t'es en train de me dire? Il peut y avoir un peu de ça, entre guillemets. Hein. Enfin bon, voilà. Eh ben génial. Bon, mais sur ce, on va passer sur le prochain film. Alors désolé Quentin, le prochain, je crois que t'es le seul à pas l'avoir vu, mais pour le suivant, tu l'as vu. Donc prochain film, Doctor Strange 2 ou Doctor Strange c'était quoi le titre en entier? Je l'ai déjà plus en tête. In the Multiverse of Madness, non? Un truc comme ça? Je pense que c'est ça. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Bon voilà, Doctor Strange qui en fait, avant, à mon sens, d'être un film du MCU, est avant tout un film de Sam Raimi. Mais présentation générale du film selon Wikipédia. Quelques mois après les événements liés à Spider-Man, Doctor Strange va devoir traverser les hallucinantes et dangereuses réalités alternatives du multiverse. Afin de pouvoir faire face à ce grand périple, Strange sollicite l'aide de Wanda Maximoff, qui est devenue pleinement la sorcière rouge. Antonin, toi qui n'as pas encore beaucoup parlé pour l'instant ce soir, j'ai vu que tu avais vu donc Doctor Strange 2, que tu as appelé sur ton top, je cite, attends que je retrouve comment tu l'as appelé, Doctor Strange, non c'est le Docteur étrange dans le multivers de la folie bulle. Tu l'as mis dans tes pas mal, bof, qu'est-ce que t'en as pensé plus précisément de Doctor Strange? Non mais c'était un moment agréable, voilà. Non mais
franchement, plus ça va, plus Marvel, je décroche totalement. Je vois plus comment, enfin, à part en ergotant sur du multivers et tout ça, comment on arrive à maintenir un semblant de cohérence à tout cet univers. Et du coup, ça en devient très oubliable. Donc voilà. C'est clair que le multivers c'est devenu la carte Joker pour justifier tout et n'importe quoi, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est aussi, je pense, le moyen de faire de l'expérimentation visuelle. Alors, je vais pas dire que c'est le film le plus incroyable de Sam Raimi. Mais c'est vrai qu'au moins à ce niveau-là, je sais pas dans quelles conditions tu l'as vu, mais Doctor Strange 2 fait un effort visuel notable par rapport à ses congénères, enfin surtout quand on voit la phase 4 de Marvel, moi qui ne m'attire absolument pas. Enfin je sais pas si t'en as vu d'autres de cette phase, mais je trouve ça assez, pour l'instant assez navrant, effectivement. Oui, non, mais je sais qu'on n'a pas le droit de dire du mal de Sam Raimi, c'est pour ça que j'en dis pas plus, mais voilà. Mais t'as le droit de dire du mal, hein. Je veux dire, moi-même je l'ai classé dans la même catégorie que toi. Non, mais c'est juste qu'après, comme j'avais dit, enfin pour moi, Doctor Strange 2, c'est du Marvel avec des vrais morceaux de Sam Raimi à l'intérieur. C'est juste qu'il y a des moments de grâce, en fait. Il y a des moments de grâce, des moments clairement d'inspiration horrifique. Il y a un grand, tout le film presque, en tout cas toute sa deuxième partie est un hommage à Evil Dead, ce qui est clairement pas la saga la plus connue. Je veux dire, aujourd'hui pour les gens, il y a Spider-Man avant tout, mais Evil Dead c'est déjà une saga un peu particulière qui a un réseau de fans moins nombreux mais très solide autour de Sam Raimi, et c'est très étonnant qu'ils choisissent justement cette saga-là pour et qui court-circuite entre guillemets le film de Marvel pour parler de cette saga-là. Mais effectivement, pour quelqu'un qui connaît pas Sam Raimi, peut-être qu'il va trouver le film intéressant, un peu visuellement novateur, mais je vous renverrai vers tout le reste de sa carrière pour vous faire un avis. Regardez un film comme, même au-delà des Evil Dead, regardez un film, son western par exemple Mort ou Vif, il y a une idée visuelle à la seconde, et je me dis, bon, moi je comprends pourquoi Sam Raimi accepte ce projet-là, parce que franchement c'est difficile de refuser, je pense, autant d'un point de vue financier que d'un point de vue en termes de rayonnement par rapport à sa carrière. Mais après, non, c'est ceux qui ont défendu l'idée que Sam Raimi avait un peu subverti le système Marvel, c'est faux. C'est Marvel qui lui a dit très précisément dans quels espaces d'expression il avait, il les a respectés à la lettre et point barre. Je crois absolument pas au truc de le mec qui aurait détourné le système pour faire son film à lui, pas du tout. Au final, le rendu, si on dézoome un petit peu sur toute la saga Marvel depuis qu'elle a commencé, bah c'est pas non plus le truc qui sort du lot de manière extrêmement notable. Je sais pas les autres, qui est-ce qui avait vu Doctor Strange, Clémence, je crois. Je vais être vachement plus indulgente que vous. En fait, les Marvel, j'en ai quasiment pas vu dernièrement. Donc pour moi, c'était un retour en salle pour aller voir un Marvel. Et ça m'a... Réconcilier serait un peu fort comme mot. Mais en tout cas, j'y suis allée en attendant rien. Et du coup, j'ai juste pris ma respiration. Et pendant 2 heures, il y a eu cette espèce d'enchaînement d'actions. Et visuellement, j'ai trouvé ça assez jouissif. Et j'ai vraiment pris plaisir à regarder ce film. On sent la patte de Sam Raimi. Pour être très honnête, j'avais même pas vu que c'était Sam Raimi. Et pendant tout le film, je me suis dit, tiens, ça ressemble vachement à Evil Dead. Et parce que t'as toute cette séquence avec les zombies qui est juste gore à souhait, avec du cartoonesque, et voilà, il est arrivé à quand même mettre effectivement dans le cadre qu'on lui a donné. Je trouve il a réussi à mettre du visqueux, du tentaculeux, du fantaisiste, voilà. Donc j'ai passé vraiment un bon moment, et j'ai trouvé que Benedict Cumberbatch, juste, il s'éclate. Tu vois qu'il est là, il kiffe. Juste, il est bien dans son rôle. Et alors, bien sûr, il a le gros chèque derrière aussi. Hein. Mais voilà, le multivers, ça lui permet d'explorer plein de facettes de son personnage. Et du coup, de son jeu d'acteur. Elisabeth Olsen, elle est... je la trouve juste parfaite dans son rôle de méchante en souffrance. Voilà, mes limites, c'est ce phénomène Marvel qui est qu'il faut que tu aies vu les films avant pour pouvoir le voir. Donc du coup, j'ai subi une vraie préparation pour voir ce film. J'ai regardé la série WandaVision, j'ai regardé le minimum qui me permettait de comprendre un peu le film.
Mais ça, je trouve que c'est une vraie limite, en fait. Enfin, tu peux pas être obligé de regarder des choses avant d'aller voir un film. Un film, il est censé te faire comprendre d'un point A à un point B, et t'as pas besoin de voir des choses avant pour le comprendre normalement, quoi. Et là, c'est quand même le cas. Et puis, le deuxième chose qui m'a vraiment agacée, c'est ce phénomène Disney, où on met des jeunes femmes héroïnes partout. Là, en plus, donc elle s'appelle America, je crois. Et c'est une jeune femme issue de la minorité hispanophone. Coucou, l'appel de pied au public hispanophone des États-Unis. Enfin, voilà, c'est un peu fait avec des gros sabots. Voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai trouvé que c'était un film agréable à regarder, et j'ai passé un bon moment de divertissement. Attention, mais moi je critique, mais j'ai acheté le Blu-ray 4K Day One, hein. Enfin, évidemment, voilà. Après, t'es un Yankee ou t'es pas un Yankee. Estelle, toi, ton avis, et peut-être, en plus de ton avis, si tu peux aussi parler des conditions de visionnage de ce film. Ah oui, on l'a vu en 4DX, c'était incroyable. C'était une expérience. Je pense que c'était un des films. Voilà, si on veut tester la 4DX, je pense qu'un Marvel est un très bon film pour tester, parce que ça permet en fait de comment. Oui, ça permet de pas se dire ça va me sortir du film. C'était plutôt même très intéressant de voyager en fait littéralement dans ce multiverse avec Doctor Strange. Je suis assez d'accord avec Clémence, quoi. C'est Benedict Cumberbatch, il est juste il est bon, quoi. Il reste bon depuis Sherlock jusqu'à tout. Je trouve que c'est un acteur qui est vraiment incroyable. Elizabeth Olsen, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur elle, et j'aimerais beaucoup voir des films d'elle dans lequel elle joue d'autres choses, quoi, autre chose que la sorcière rouge. Elle s'est un peu sortie de sa relation avec les jumelles Olsen pour pouvoir vraiment se créer une identité à part entière, et ne plus être tout le temps affiliée à ses sœurs avec cette sorcière rouge. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Attends, juste là-dessus, Estelle, c'est pas une des deux jumelles, c'est ça? C'est la sœur des deux jumelles. C'est la sœur des jumelles, oui, mais c'est pas une des jumelles, non. Comment ça, tu ne connais pas Marie-Kate et Ashley? Tu ne connais pas leur nom? Je suis déçue de tes 2000, hein. Mais j'avais pas le droit de regarder ces séries, moi. Tu sais, mes parents, c'était des bobos de gauche. Vous avez pas une enfance. C'est vrai que c'est pas la même enfance, alors que le père d'Estelle, il a commis des crimes de guerre au Kosovo, enfin bref. On passe. Et d'ailleurs, on en parlera quand on parlera de Top Gun. Attends, parfaite transition, si t'es d'accord, Estelle, à moins que t'avais d'autres choses à dire, mais parfaite transition, c'est le film suivant. Non, vas-y. C'est parfait, merci pour cette relance, Estelle. Donc maintenant, on va aborder le cas Top Gun, qui était, je pense, avec Avatar 2, l'un des films les plus attendus de l'année, Top Gun Maverick. Bonjour à toutes et tous, vous venez de terminer la première partie de ce débat, je vous invite donc à vous diriger vers la deuxième, si toutefois elle est déjà sortie, ce qui suggère que j'ai fait mon travail de monteur. Le fait est que vous pouvez entendre à mon ton nasillard et à ma voix rauque que je suis actuellement en possession de la peste bubonique, ce qui m'empêche fortement d'avancer dans mon travail. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés jusque-là et on espère vous retrouver nombreux sur les deuxième et troisième parties. À bientôt.